Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Fellens de Ubiquitiz. J'ai bien prononcé tous les noms qu'il fallait, Yannick, c'est bon? Presque ça, mais c'est pas grave, on a d'autres choses à faire aujourd'hui. Bon, super. Excuse-moi alors si j'ai un peu écorché. Pas de souci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, hein? Je commence comme d'habitude et nous parler un peu de toi. Ouais, avec grand plaisir. Donc moi, je suis donc déjà merci pour l'invitation. Moi, je suis Yannick Fellens, je suis consultant indépendant. Je travaille essentiellement auprès des industriels, PME, ETI et puis quelques filiales de grands groupes également. L'idée, c'est d'accompagner mes clients sur la performance industrielle. Ok. Donc avec deux grandes dimensions. Ce que j'appelle la performance industrielle brute, hein, c'est qualité, coût, délai, BFR en supply chain ou dans les usines. Et puis, beaucoup de mes clients ont des enjeux, enfin tous mes clients ont des enjeux autour du digital. Et l'idée, c'est de les accompagner aussi. La moitié de mon activité, elle est sur les accompagner sur Industrie 4.0, ERP et transformation digitale. Donc le digital, parce qu'aujourd'hui, le digital est indissociable des notions de performance industrielle. C'est aussi ce qui t'a amené naturellement vers le digital, j'imagine. Ouais, exactement. Et c'est aussi ça qui m'a amené à choisir le nom de ma société, Ubiquitiz. C'est la notion d'ubiquité, de la donnée, du digital et des systèmes d'information. Et effectivement, on ne peut pas dissocier aujourd'hui performance industrielle et digitale. Quand on m'appelle pour des enjeux de performance industrielle, souvent on retombe sur des enjeux de données et de digital. Et quand on m'appelle pour des enjeux de digital, ben, très souvent on est obligé de traiter, mais je pense qu'on va s'en reparler, on est obligé de traiter les enjeux de performance et de management qui se trouvent autour. Ok, ton parcours avant, c'est quoi? Là, tu nous l'as résumé en quelques mots, mais concrètement, qu'est-ce qui te permet de parler de tous ces sujets aujourd'hui? Sur quoi tu as construit un petit peu ton expertise? Donc moi j'ai travaillé pendant 7 ans chez Renault où j'ai démarré ma carrière. J'ai appris beaucoup de choses sur l'industrie grâce à mes collègues, à mes boss dans cette belle compagnie. J'ai notamment travaillé 4 ans à l'audit de Renault, audit industriel, et 3 ans à fabriquer des voitures. J'étais responsable d'atelier tôlerie. Ensuite j'ai passé 7 ans en start-up où là j'ai commencé à travailler beaucoup plus avec des tailles de structures beaucoup plus petites, où j'étais directeur des opérations. 2 ans dans une ETI familiale, et puis depuis 7 ans, je travaille essentiellement avec, encore une fois, PME, ETI, et puis filiales à taille humaine de grands groupes. Et je suis à plus de 60 missions avec des structures de cette taille-là. D'accord, donc tu as pu jongler entre les gros groupes, les ETI, les PME familiales et même les startups. Ça veut dire que tu as vu un petit peu l'ensemble, on va dire, de la chaîne de valeur ou des typologies de boîtes. Avant peut-être qu'on rentre dans nos sujets, qu'est-ce que tu retiens en termes de grandes différences entre ces différentes typologies d'entreprises, notamment par rapport à ces sujets de transformation et de transformation digitale? Pour moi, c'est essentiellement une échelle de moyens. Les problématiques de performance et de digital sont un peu en termes de structure toujours les mêmes dans les différents types de structures. Ça va être la gravité de certains sujets qui vont être pas graves quand on est 5 dans une structure, mais qui peuvent devenir extrêmement pénalisants quand on va être une centaine ou un millier. D'ailleurs, c'est intéressant l'expérience en start-up pour ça, parce que vivre les différentes phases de croissance d'une entreprise, ça permet effectivement de bien réaliser qu'une problématique qui peut et doit être considérée négligeable à un certain stade de l'entreprise devient critique à un stade suivant. Ok. Donc on retrouve des notions de goulot dans le digital et qu'il faut absolument traiter. Ok, alors avant d'enchaîner, je fais une petite parenthèse pour dire, si vous nous regardez, je vois qu'il y a un peu de monde connecté, n'hésitez pas à poser vos questions en live. On a une petite feuille de route et de questions préparées avec Yannick, bien sûr, mais je serais très heureux de vous donner la parole et de vous laisser poser vos questions si vous avez des questions. Yannick, je t'ai invité notamment parce que j'ai vu que tu avais une actu et tu as sorti un livre qui m'a beaucoup parlé, puisque le sous-titre ou le titre... Le titre, c'est l'Industrie 4.0, mais tu vas nous le redonner exactement. Mais surtout, il y avait le mot zéro bullshit dedans.
Et ça m'a fait sourire quand j'ai vu le titre de ton livre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre, de la genèse de cet ouvrage et pourquoi tu écris un livre. Il y a du bullshit quand on parle d'Industrie 4.0? Alors déjà, j'ai beaucoup hésité sur le titre. Finalement, je me suis dit, au moins, ça va faire jaser. On aimera, on n'aimera pas, mais bullshit, ça fera jaser. Et effectivement, l'idée, c'était moi, ce livre a failli être un pamphlet. D'accord. Parce que il y avait quand même tout un discours autour de l'industrie 4.0, qui est un terme, il faut le reconnaître, qui est très marketing. Il y a tout un discours qui est très techno-push et qui consiste à dire, voilà, il faut acheter de la technologie, ça va résoudre les problèmes, acheter des machines, acheter des logiciels, etc., etc. Et vos problèmes disparaîtront et on va relocaliser, renationaliser, etc. Alors, la vérité, elle est quand même tout autre. Elle est quand même tout autre. Et surtout, c'est un modèle, ce qu'on voit dans la presse, surtout, c'est, entre guillemets, soi-disant des réussites, où on voit telle entreprise a investi 25 millions, telle entreprise a investi 50, etc., etc. Et ce qui est un peu mensonger, c'est deux choses. C'est évidemment, les PME, les ETI, qui sont quand même, en termes de nombre, l'essentiel du tissu industriel français, n'ont pas les moyens de se payer des projets à 25 millions, heureusement. Et la deuxième chose, c'est que quand on voit les projets dans la presse, on se dit ah super, je veux faire la même chose, mais en fait quand on connaît la réalité derrière, souvent c'est des effets d'annonce ou c'est des projets qui n'aboutissent pas ou c'est des POC plutôt que des réalités. Donc il y avait à la base un coup de gueule, mais en travaillant sur le projet, je me suis dit que finalement ça serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus constructif si je proposais une méthode, si je proposais un éclairage, si je proposais quelque chose avec beaucoup plus de valeur ajoutée pour mes lecteurs, pour qu'ils sachent comment s'y prendre. Et c'est pour ça que on a à la fois le bullshit dans le titre, qui reste un peu catchy, et puis il y a aussi, bah, voilà, comment, l'idée c'est vraiment plutôt dans le livre de proposer une méthode pour aller chercher les éléments, pas que technologiques d'ailleurs, qui sont nécessaires à une entreprise. Donc, ton impression, c'est que c'était surtout un sujet marketing. On dit qu'on fait du 4.0. Alors, soit c'est poussé par les éditeurs ou les apporteurs de techno, soit c'est les boîtes elles-mêmes qui utilisent ça pour dire regardez comme on est beau, on fait du 4.0. Il y a un peu de ça aussi. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, le terme 4.0 a été inventé ou diffusé ou popularisé à la foire de Hanovre, Ouais, qui est la grand-messe. Ouais. ouais, la grand-messe technologique de l'industrie. Donc, ils ont Euh, inventé le concept pour marketer, pour mieux le vendre aussi derrière à toutes ces boîtes, quoi. je pense que tout le monde en a conscience. Bah, en tout cas, ça a marché puisque le terme est quand même repris. À un moment donné, on parlait beaucoup d'industrie du futur. J'ai l'impression que ça a moins pris que le terme industrie Ouais, 4.0, le quoi. problème d'Industrie du futur, pour une anecdote, c'est une des premières missions, entre guillemets, Industrie 4.0 que j'ai faite. Elle était labellisée Industrie du futur. Ouais. Et donc, première fois, je me présente, je dis bonjour, je suis le consultant, je viens pour la mission Industrie du futur. J'ai vu les gens me regarder avec des grands yeux en disant, qui sait ce Captain Spock? On n'est pas dans Star Trek. Donc, Ouais. et puis, effectivement, la réalité de cette entreprise avait été de toute façon au grand décalage avec cette notion d'Industrie du futur. Mais l'intérêt quand même de l'industrie 4.0 et de cette dimension marketing, je trouve, c'est d'éveiller une curiosité. Hmm. Et je pense que ça également, et ça contribue également à un regain d'image de l'industrie. Et ça, c'est le côté positif de l'industrie 4.0. C'est il y a des gens qui se disent, bon, ben, on peut peut-être travailler différemment. C'est pris sous un angle techno qui est peut-être pas le meilleur angle, mais on peut travailler différemment, on peut aller chercher de la performance. Et ça, c'est quand même on peut relocaliser, on peut réindustrialiser, on peut redonner envie de travailler dans l'industrie. Et ça, quand même, si on veut rester équilibré dans l'analyse, c'est quand même une des grosses vertus du terme industrie 4.0 qui fait aussi quelque part le marketing de l'industrie. Ouais. Et je trouve ce qu'il y a d'intéressant, puis après on passera à autre chose que de parler du terme en lui-même, mais c'est intéressant aussi ce 4.0, ça fait penser au 2.0 qu'on a dans le web, au 3.0. Mm. Donc il y a la notion aussi de disruption, de changement, un peu on parlait de révolution industrielle ou de Mm. quatrième révolution industrielle. Je trouvais que c'était aussi peut-être intéressant dans ce sens-là d'avoir
ces mots, les marketeurs savent bien faire ça. Je sais de quoi je parle, puisqu'on sait bien nommer les choses et vendre le concept derrière. Donc, tu disais que dans la genèse de ton livre, il y avait ce constat que les fondamentaux ne sont pas toujours au rendez-vous. Qu'est-ce que Mm. tu veux dire par là, en fait? Ça veut dire que les industriels, aujourd'hui, il y a des choses qu'ils font mal ou qu'ils devraient faire différemment? Alors, je vais juste placer ça. Alors, faire mal, c'est quand même porter un jugement. Et qui suis-je pour juger? Euh, ce que je, pour un constat plus factuel, ce que je constate, c'est qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qui fait qu'une usine peut être beaucoup plus performante, qui ne sont pas déployés aujourd'hui. Ok. Donc ces fondamentaux, ça va être par exemple ce qu'on appelle les animations à intervalles courts. C'est comment est-ce qu'on anime à une maille, le plus souvent quotidienne, la performance et la résolution de problèmes dans l'usine. Comment est-ce que on travaille sur des métriques qui sont très importantes dans les usines, en particulier quand on a des machines qui sont le TRS, un taux de rendement synthétique, qui est la métrique de mesure de la performance machine. C'est comment est-ce qu'on sait mesurer ça? Comment est-ce qu'on on fait l'adéquation entre la charge de production et la capacité qu'on met en place en termes de machines ou en termes de personnes dans le cadre d'un processus qui s'appelle le PIC, le plan industriel et commercial? Eh bien, tout ça, c'est des choses qui sont euh, dans certaines entreprises plus ou moins faites, euh, et qui, si elles étaient mieux utilisées, mieux déployées, permettraient de résoudre de grands problèmes, un certain nombre de problèmes significatifs d'un certain nombre d'entreprises. Et, effectivement, ce qui m'inquiète dans le mouvement Industrie 4.0, c'est que souvent, on se dit j'ai tel problème, donc je vais acheter telle machine ou tel logiciel, et ça va résoudre mes problèmes. Ça, toi, tu dois bien le connaître dans le cas des CRM également. Ah ouais. Et en fait, la vérité, Mes commerciaux vendent pas, j'achète un CRM, quoi. voilà, exactement. Et ben, j'arrive pas à produire, je change de machine, j'arrive pas à produire. Ma planification, j'ai des délais longs, je mets en place un logiciel de planification. Mais la réalité, c'est que ça fonctionne pas comme ça. Euh, pour donner un exemple, on m'a posé la question l'autre jour, mais est-ce que à l'industrie 4.0, les logiciels de planification vont permettre de résoudre et réduire les délais de production? Et ma réponse, elle est clairement non. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des délais de production longs, ça veut dire que vous avez des instabilités et des problèmes dans le fonctionnement de votre usine. Si vous rajoutez un logiciel un peu automatique sur un système industriel qui n'est pas stable et qui n'est pas performant, donc là vous allez plutôt rentrer dans un mode de fonctionnement chaotique, hein, c'est le problème à trois corps, pour ceux qui ont vu la série, Ouais, j'ai connu ça. plutôt qu'une vraie optimisation. Et la vraie optimisation, il faut la faire avant, en tout cas dans ce cas-là, il faut la faire avant de passer à la brique logicielle ou à la brique techno. Et il y a Oh, plein de manières, pour reprendre cet exemple-là, de réduire les délais de production qui sont non technologiques et qui sont extrêmement efficaces. ok. Je fais juste une parenthèse. Est-ce que tu peux te décaler un peu sur la droite, Yannick, pour qu'on te voit bien, parce que tu es, un petit peu. Alors, notre Comme côté, ça, l'autre droite. l'autre droite. Nickel. Encore un tout petit peu, comme ça on te verra bien, parce que j'ai peur qu'on te Ça, coupe en deux. Voilà, nickel. Là, c'est parfait. on voit bien. Euh, donc, la techno, les machines, le fait d'investir sur des outils ou des techs ne va pas forcément résoudre ces problèmes de performance industrielle. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être revenir un peu aux fondamentaux, c'est ça? Est-ce que c'est des problèmes de process, des problèmes de méthode, d'organisation, peut-être des gens? Comment tu abordes le truc? Comment on aborde le truc si on est un dirigeant de Alors, PME, par exemple? ouais, alors quand tu dis le fait d'investir dans de la technologie va pas forcément résoudre des problèmes industriels, je m'aperçois que j'en ai mis une couche trop importante Ouais. Ça fait partie de la dans solution, un mais ça suffit sens. pas. Voilà, Ouais. exactement. C'est-à-dire que oui, bien sûr, la techno est ultra utile, hein, pour robotiser, pour optimiser, pour faire des choses qu'on ne ferait pas si on devait les faire à la main ou juste avec notre cerveau. Donc en aucun cas, je remets en Non, cause non. Les technos. le bien fondé et les apports de la technologie. Je n'aurais pas écrit un livre sur le sujet sinon. En revanche, effectivement, ce que je préconise, c'est une approche équilibrée
et que quand on prend un sujet de performance industrielle, il faut le prendre. Moi, souvent, je le décris en 4 pavés. Un premier pavé que je mets en premier, et c'est pas par hasard, qui est l'humain. Est-ce que j'ai les bonnes compétences? Est-ce que je manage correctement mes équipes? Est-ce que je dois former mes équipes, etc. Deuxième pavé, le process. Donc ça, tu l'as mentionné tout à l'heure, qui est ultra important. Alors le process dans une usine, ça peut être le flux de production, ça peut être le mode opératoire, Ouais. ça peut être l'écoulement des pièces. Donc c'est comment on va structurer tout ça pour apporter un maximum de performance. Troisième sujet, c'est l'organisation. Est-ce que j'ai une équipe maintenant? Est-ce qu'elle est présente en 3-8? Alors je mets le pilotage dans la partie organisation, c'est un peu arbitraire, mais il faut que je le rattache quelque part. Donc est-ce que j'ai mes animations intervalles courts? Quel type de KPI je regarde? Et puis effectivement, quand j'analyse un problème, j'ai tendance à plutôt regarder en le quatrième bloc, qui est la technologie, qui peut être les systèmes d'information, la robotisation ou toutes les technologies de l'industrie 4.0. Ok. Donc voilà, pour moi, la problématique, c'est selon ces 4 pavés là, et si vous ne traitez que selon un seul angle, vous risquez de passer à côté de sujets importants et de n'obtenir qu'une partie des gains ou très peu des gains, voire Euh, pas du tout. Une question que je me pose en t'écoutant, c'est aujourd'hui, ok, là tu évoques des solutions, des pistes ou par quoi on commence, en tout cas quand on veut améliorer sa performance. Où en sont les entreprises que tu côtoies aujourd'hui, ta vision sur l'état, on va dire, je ne sais pas si on va parler d'état du marché, mais c'est quoi l'état des boîtes françaises aujourd'hui dans lesquelles tu as pu intervenir ou ce que tu sais de- par rapport à cette industrie 4.0? Est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est adopté? Je sais qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table aussi. En tout cas, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'aides, hein. Il y a des choses qui passent. La BPI met pas mal de financement. L'État, avec le plan de relance 2030, alors je ne sais pas si je dis des bêtises, mais ce que je comprends, c'est que je connais beaucoup d'industriels qui ont pu bénéficier d'aides, d'argent, de financement pour mettre en place des démarches. Est-ce que ça prend? Est-ce qu'on voit les choses changer dans les usines? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui d'après toi? Alors, les choses changent, c'est certain. Après, il faut se méfier des apparences. C'est-à-dire que, alors, ta question, elle est vaste, elle est complexe. La première chose, c'est ça veut dire quoi prendre, hein? Parce que souvent, il y a un discours qui dit oui, on n'est pas assez digitalisé, il faut digitaliser plus, vous vous rendez compte, alors je sais pas, on pourrait dire n'importe quoi. Tout le monde n'a pas un logiciel de planification automatique, Ouais. mais alors, tout le monde n'en a pas besoin non plus. Donc, euh, la question, c'est quoi le benchmark pour dire une entreprise, elle est suffisamment digitalisée ou pas? Hmm. Moi, j'ai plutôt tendance à raisonner autrement, à dire quelle est la situation de la société, quel est le diagnostic, qu'est-ce qu'on peut apporter avec une brique technologique, qu'est-ce que ça va faire gagner, et puis raisonner avec une forme de ROI sur est-ce que, j'ai un ROI un peu large, en disant bah, qu'est-ce qu'on va apporter à la société, de quoi elle a besoin. Donc, pour une société donnée, on peut comparer sa situation actuelle par rapport à des besoins qui lui permettraient de Est-ce qu'elle veut aller? franchir Ouais. un ou deux pas. Ok. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un enjeu de budget, et donc les entreprises ne peuvent pas se payer tout le dernier logiciel, dernier cri, et un enjeu de temps. Pour déployer une solution, il faut des équipes et il faut de Des l'énergie pour ressources, le ouais. faire. Ah ouais, c'est clair. Donc, moi, j'ai pas un modèle où je dis il faut absolument être totalement digitalisé, justement Star Trek. J'ai plutôt un modèle il faut apporter les éléments technologiques au juste nécessaire pour aller chercher des gains de performance s'il y en a besoin. Donc ça, c'est la première chose. Et qui fait que je suis toujours embêté quand on me dit on n'est pas assez digitalisé. C'est Ouais. c'est peut-être vrai, mais par rapport à quoi? Et la deuxième chose dont moi je propose de se méfier, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table. Et j'ai vu chez un certain nombre de mes clients, notamment au moment des éléments du plan de relance, j'ai vu arriver des grosses machines, vraiment des grosses machines. Et ben beaucoup ne tournent pas, ou pas assez, avec de très très petits taux d'utilisation. Et en fait, parce qu'elles sont
peut-être trop complexes ou pas adaptés pour ces sociétés. Et il y a eu à un moment donné, un vrai techno-push Ouais. et qui est qui est un peu gênant parce que on a mis de l'argent sur la table. Cet argent, il n'est pas complètement utilisé et des fois même il est contre-productif. Ouais, il a été Parce que les gaspillé un gens petit se peu à retrouvent certains moments. à devoir payer rembourser des prêts pour des outils dont ils n'ont pas besoin. Ou alors ils auraient pu prendre des solutions technologiques beaucoup plus simples. euh, beaucoup plus simples. Et dans les boîtes que tu as pu accompagner et pour lesquelles tu as proposé ou tu as aidé le dirigeant ou les équipes à, à mettre en place des solutions, qu'est-ce que tu as pu observer comme résultat, comme type de résultat, au-delà de la performance ou du TRS c'est quoi concrètement derrière le retour sur investissement, comment il se mesure? Bon, en fait, ça va dépendre de l'état de la société. Mm. Donc, tu as des sociétés qui sont déjà très performantes. On va aller chercher de l'ergonomie, on va aller chercher de la D'accord. performance supplémentaire, mais les gains vont être potentiellement incrémentiels. Ouais. Sur des sociétés qui sont moins avancées ou sur lesquelles des ruptures sont possibles, Tu peux on avoir peut un avoir gros. aussi des sociétés avancées sur lesquelles on peut avoir des ruptures complémentaires qui sont possibles. On peut avoir, en fait, moi j'ai tendance à dire qu'on peut avoir sur les 4 métriques de performance que sont qualité, coût, délai, BFR, il y a la sécurité aussi, mais ça se mesure un peu différemment. Il y a, dans chaque société, il y a au moins une de ces métriques, voire plusieurs, sur lesquelles on peut faire 30% de gain. Ok, Voilà. Ça, d'accord. c'est ce que je constate. Après, suivant les sociétés, on peut gagner sur les 4 à la fois ou sur un seul. Ok, très clair. Alors, il y a un sujet, alors on n'a pas énormément de temps, mais c'est un sujet, enfin le 4.0 et le sujet de ton livre est tellement vaste qu'on pourrait faire plusieurs épisodes, à mon avis, Il sur y a la 320 thématique. pages Ouais, ouais, donc liées aux amas. bon, je vais pas me lancer dans le commentaire de de tous les chapitres, mais il y a quand même un sujet qui revient régulièrement et qui me semble, en tout cas, je pense que c'est assez central aussi dans l'organisation de ces boîtes, c'est l'ERP. On entend beaucoup de choses sur les ERP. Moi, j'ai tendance à fuir quand j'entends parler de RP, mais en même temps, ne serait-ce que par rapport à notre métier, maintenant, on est obligé d'intégrer le fait que le RP, c'est souvent la colonne vertébrale de l'usine, de l'entreprise. On y mesure la performance, on y mesure la production, la rentabilité. Et On aujourd'hui, passe les commandes, on on passe les s'assure commandes. qu'on a les bons effectifs. Exactement, on planifie souvent les choses aussi dans le RP. Alors, je sais que les modèles changent et que le RP à l'ancienne, qui fait tout, jusqu'au CRM, jusqu'à la compta, aujourd'hui, c'est plus forcément le seul modèle qui est proposé. Mais est-ce qu'on peut parler un peu de ce sujet? Quel est l'état, là aussi, quel est l'état, quelle est la situation aujourd'hui par rapport aux ERP? J'entends des industriels qui sont très contents de leur ERP, chez qui le ERP a permis de structurer une présence à l'international avec une gestion de stock, etc. Ça, je l'ai vu sur des petites PME qui ont passé un cap en déployant le RP. Mais j'ai aussi vu des boîtes qui ont payé des sommes astronomiques que j'ai même honte de citer ici pour derrière être mécontents et ne pas avoir les résultats attendus. Je ne pense pas que ça soit toujours la faute de l'éditeur et du logiciel. C'est quoi ton point de vue sur cette question qui est assez importante du déploiement d'un ERP? Ou est-ce qu'il faut changer de ERP? Ou à quel moment il faut changer de ERP? Alors, c'est une grave question. C'est une grave question. Alors, moi, je vais dire un truc qui va pas faire plaisir à mes clients, mais pour choquer un petit peu, ce que je dis, c'est que bon, le RP, c'est une grosse calculatrice. Hmm. Euh, les éditeurs ont pour certains bossé pendant des dizaines d'années sur des solutions. Et mon message, c'est que dans 80% des cas, quand on est mécontent d'un ERP, c'est pas le problème de l'ERP, C'est le mais c'est le problème problème du client. du client. Voilà. Et alors, pourquoi ça peut être le problème du client? C'est que les ERP sont souvent pris de manière totalement irrationnelle. Le cas extrême, c'est j'ai déjeuné avec un de mes collègues dirigeants et il m'a parlé de tel ERP qui est vachement bien. Alors, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas l'ERP qui est adapté à votre société. Donc, les ERP, ils ont tendance à dire une saveur. Il y a des ERP qui sont assez généralistes. Donc, voilà, c'est les SAP dans une moindre mesure, enfin dans une moindre mesure, non, dans des moindres coûts, des Sage, des Infor, etc. Donc, ces gens-là, ils sont très généralistes. Vous allez avoir une très grande profondeur fonctionnelle. Ouais. Par contre, le projet, pour une PME, voire une ETI, il est peut-être un peu inabordable, un peu compliqué, parce qu'il va falloir passer beaucoup de temps pour pouvoir
apprivoiser l'outil, beaucoup de temps sur le projet, pour le paramétrage. Donc ça c'est une première dimension. Donc les PME et les ETI, elles ont quand même intérêt à prendre des ERP qui sont un peu plus, Souple, comment dirais-je, agile. plus Ouais. souples, peut-être pré-paramétrés pour une Ouais. verticale ou des choses comme ça. Mais même là, encore une fois, les ERP vont avoir une saveur. Vous allez avoir certains qui sont plutôt dédiés pour la bijouterie, d'autres plutôt dédiés pour la food, d'autres plutôt dédiés pour l'industrie métallurgique, etc. Donc si vous êtes dans la food et que vous prenez quelque chose pour la métallurgie, ça va très mal se passer pour vous. Moi, j'ai une liste de près de 70 ERP qui ont tous Moi, des j'en découvre tous les typicités. jours. Ouais, J'en moi, découvre tous les pas jours. plus tous les jours en ce moment, mais il y a une période, j'en découvrais encore tous les jours, j'étais Ouais. étonné. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quel ERP et qu'il faut une méthode. Et c'est justement ce que je préconise, il faut une méthode pour choisir son ERP. Il faut être au clair sur son cadrage, il faut être au clair sur l'insertion de l'ERP dans son environnement, dans le domaine applicatif de l'entreprise. Il faut être clair sur ce qu'on attend de l'ERP, ce qu'on attend peut-être d'un CRM, des interactions qu'on doit avoir entre les différents logiciels. Et puis, il faut être clair sur l'expression de besoin. Et on ne peut pas partir à la recherche d'un ERP sans avoir fait le travail d'expression de besoin. Et ce travail d'expression de besoin, c'est essentiellement un travail sur les processus. Ouais. Bah, tu me fais penser à quelque chose la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il y a quelques jours, j'ai reçu Guillaume Agnelli de chez Visiative. On a parlé justement de ces sujets-là. Alors, pas que de l'ERP, mais de manière générale, ce qu'il constatait, c'est que on abandonne de plus en plus une approche par cahier des charges qu'on va mettre des mois et des mois à faire avec un recueil des besoins. Et moi, je le vois souvent chez mes clients qui me disent, bon, on se parle l'année prochaine parce qu'on est en train de déployer l'ERP et on est en train de faire le recueil des besoins. 6 mois plus tard, ils n'ont pas fini le recueil des besoins. Et Alors donc, moi, je te rassure, le recueil de besoins, quand je le fais avec mes clients dans une PME, ça dure 2 jours. voilà, c'était ma question, quoi. Est-ce qu'on est Voilà. obligé encore aujourd'hui, surtout quand on n'a pas forcément les compétences en interne, d'aller passer des mois et des mois à faire un cahier des charges, sachant que la plupart du temps, le cahier des charges derrière, il va plutôt être une contrainte et peut-être une liste de fonctionnalités à l'après-vert versus une vraie réflexion quoi, sur dessus. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est que de toute façon, les ERP, ils sont le bouton validé, il est vert, il est en bas à droite, et ça, vous n'allez pas pouvoir le changer. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans un niveau de détail incroyable sur les fonctionnalités. Ce que je recommande plutôt, c'est une approche processus, c'est-à-dire que le travail de l'expression de besoin, il est essentiel. Pour ma part, je préconise de le formaliser sous forme de process. Donc, on documente les Sous forme, process, les différents process métiers. Exactement. De caractéristiques business, de donner des informations qui vont permettre justement à l'intégrateur de savoir si lui, il est adapté à vous ou pas. Ouais. Parce qu'en fait, l'ERP, c'est la colonne vertébrale de l'information et de la data, mais c'est aussi en fait l'outil qui va supporter vos process. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit sous un nom de process. L'autre point qui fait qu'il faut que ça soit un nom de process, c'est que j'ai un de mes confrères qui dit le process, c'est la seule langue commune entre la tech et le business. Donc c'est aussi pour ça que le process, c'est une bonne bonne Et référence. le troisième point, et puis ça va être l'heure, j'ai l'impression. Et le troisième point qui fait que travailler sur le process c'est important, c'est que si vous n'êtes pas clair sur vos process, en tant que client, le projet ERP va très mal se passer. Donc en fait, l'expression de besoin, c'est autant quelque chose que vous allez demander à votre intégrateur ou à votre éditeur qu'un travail sur vous-même. Et un bon intégrateur, c'est celui qui va être capable aussi de pousser sa techno, peut-être de proposer aussi une analyse de ses process si jamais en interne on est un peu short pour le faire, ou bien on travaille avec un consultant comme toi qui nous aide à se mettre au clair et à documenter tout ça. Je pense que c'est important à un moment donné de se faire aider, quoi. Alors, on a une question, c'est vrai qu'on arrive à la fin de notre épisode, mais il y a une question de Paul sur LinkedIn. Alors, je lis la question telle qu'elle est. Est-ce qu'un site 4.0 nécessite moins de travailleurs, mais des travailleurs plus qualifiés qu'une usine 3.0 ? Oui, la réponse est oui, parce que là, vous allez avoir des gens effectivement qui vont. Alors, on va prendre un exemple. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est qu'un site 4.0. Mais effectivement, si on prend une opération, mettons, d'automatisation d'une tâche, vous allez avoir moins de gens qui vont
manipuler des pièces pour les charger dans une machine. Vous allez avoir moins de gens qui vont effectuer des tâches, je sais pas, n'importe quoi, de vissage, d'assemblage, etc. Par contre, si vous automatisez, vous allez avoir besoin de gens qui vont être capables de piloter les machines, qui vont être capables de la dépanner, de la programmer, etc. Donc ça fait partie, on parlait tout à l'heure des 4 pavés, humain, process, orga et digital, technologique du 4.0 ou de l'approche de la performance industrielle. Là, vous voyez, si j'automatise, il y a des questions humaines qui surgissent. Est-ce que la personne qui est au poste, elle va pouvoir être capable de piloter la machine? Comment je vais la former? Si je ne peux pas la former, sur quel poste je la mets? Qui est-ce que je recrute ou qui est-ce que je forme pour piloter cette machine? Est-ce que j'ai besoin de mainteneurs et comment j'acquiers la compétence? Donc ça, c'est des vrais sujets, le sujet de l'humain et de l'évolution des compétences avec la montée en gamme technologique. C'est un sujet qui est effectivement critique. Et ça, c'est des sujets alors il ne reste pas beaucoup de temps, mais des sujets que tu abordes ou qu'on aborde quand on fait cette phase de préparation. Est-ce qu'on arrive à anticiper l'impact que ça va avoir, par exemple, sur l'organisation? Tu parlais tout à l'heure de l'humain. Est-ce qu'on est capable, au démarrage d'un chantier ou d'un projet, de se dire, bon, ça va changer de boulot d'un tel, est-ce que c'est des choses qu'on a dans le scope, ou est-ce qu'on découvre ça au fil de l'eau, quoi? Alors, il faut le mettre dans le scope et le réfléchir. Donc, il y a plein de sujets qu'on peut anticiper. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai sur les projets ERP, je sais déjà anticiper et donner à mes clients, éclairer à mes clients un certain nombre d'enjeux qui sont liés à la conduite de projet. De même sur des dimensions Industrie 4.0. Quand je fais un rapport, il y a toujours une dimension, enfin la plupart du temps, quand il y a je fais attention quand je fais une mission à anticiper ces enjeux humains, et il y a très souvent une partie de mon rapport qui porte sur ça, parce que il faut, et on a la discussion avec les clients sur, t'es en train de, ne serait-ce que la conduite de projet. J'ai des clients qui achètent des machines qui sont dans l'atelier et ils mettent des mois avant que la machine soit opérationnelle, non pas parce que la machine ne fonctionne pas, mais parce qu'il n'y a pas le temps ou pas la ressource ou pas la compétence pour démarrer. Et donc ça fait partie pour moi, fort de cette expérience-là, ça fait vraiment partie des points d'attention que j'ai. Est-ce qu'il y a la ressource? Est-ce qu'il y a la compétence? Ok. Bon, c'est passionnant. Je resterai encore des heures à discuter avec toi, Yannick. Je vais recommander à tous ceux qui nous écoutent d'aller se ruer sur ton bouquin qui s'appelle Industrie 4.0, Zéro Bullshit. C'est aux éditions, j'ai plus les éditions. C'est Duno. Duno, aux éditions Duno. Et j'imagine qu'on le trouve sur toutes les plateformes de vente en ligne. Amazon, où est-ce qu'il est en vente? Toutes les plateformes, on le trouve aussi, je crois, dans les FNAC. Dans les FNAC. En physique, si on préfère aller les chercher soi-même. Voilà, vous n'avez pas d'excuses si vous voulez en savoir plus et aller un peu plus loin avec un insider, comme dirait mon ami Rachid, de l'industrie 4.0, un insider du 4.0. Je vous recommande d'aller lire ce livre. Yannick, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, c'était un bon épisode, c'était cool. Chers amis, vous nous retrouvez régulièrement ici. On va essayer d'être un peu plus assidus que ces dernières semaines en essayant de poster un épisode par semaine. On a pas mal de belles interviews à venir. Et n'hésitez pas à me faire signe si vous avez des idées de personnes que vous aimeriez voir sur le podcast. C'est avec plaisir. Merci à tous. Merci.